Bonjour à tous, c'est événement en monture Fujifilm, un des objectifs que j'ai le plus apprécié quand je l'ai testé dans la monture Sony APS-C, débarque enfin pour les fugistes. On parle du Tamron 1120 f2.8, c'est un objectif qui est absolument unique sur le paysage du marché de la photo, parce que chez Fuji, quand on est fugiste, on a un 10-24 f4 qui est excellent, qui est compact, qui est pas trop lourd, mais qui reste un objectif f4, et clairement, c'est toujours critiquable. Et en plus, quand Fujifilm l'a mis à jour, il n'a pas mis à jour la formule optique, et on n'est pas certain qu'il tient extrêmement bien les 40 millions de pixels des derniers capteurs de chez Fuji, ou alors on a le 8-16 f2.8 qui est gros et qui est lourd, même s'il est évidemment excellent. C'est pourquoi ce 11-20, en fait, il va offrir une solution qui, aujourd'hui, clairement, il n'a pas vraiment de concurrent, parce que c'est un objectif qui n'existait pas pour les fugistes, donc c'est vraiment cool qu'enfin Tamron nous le sorte. Pas mal de vidéos Fujifilm en préparation, les guides Fujifilm continuent sur cette chaîne, mais il faut penser à vous réabonner à cette chaîne Damien Bernal, que je vois que les fugistes sont toujours présents si je continue à faire des vidéos. Allez, un œil sur la fiche de spec, et la première chose, c'est que c'est pas les mêmes focales. Un Fuji 10-24, c'est un équivalent 15-36 mm, alors que le Tamron, c'est un 16,5 30 mm. Donc clairement, le Fuji a plus d'amplitude, il est capable de faire une focale plus large, et c'est pas rien, 1,5 mm en ultra grand angle, c'est quelque chose qui compte. Donc on voit la différence, et il est capable aussi de zoomer un peu plus. Donc là, il va falloir choisir, mais clairement, si vous cherchez le cadre le plus large, le Fujifilm est probablement supérieur. Par contre, l'ouverture est favorable au Tamron f2.8 contre f4. Là où le Fuji se distingue aussi, c'est en termes de stabilisation, puisqu'il dispose d'une stabilisation, le Fuji, alors que le Tamron n'en a pas. Est-ce que c'est utile la stabilisation sur ce genre de focale-là? J'aurais tendance à dire non, sauf si vous faites du vlog, et si vous faites de manière générale beaucoup de plans vidéo avec ces objectifs-là, je vais vous le montrer, la stabilisation, clairement, ça aide. Pour tous les autres cas, la stabilisation, ça ne change pas grand-chose. En termes de taille, regardez, on s'aperçoit que les tailles sont très similaires entre les deux. Le diamètre de filtre, 67 vs 72, aucun des deux débombé, donc on peut mettre des filtres sur les deux. Par contre, le Tamron est 50 grammes plus léger que le Fuji. Donc le Tamron, il a quand même pas mal d'avantages, puisqu'il pèse moins lourd, il a une ouverture qui est meilleure f2.8, et en plus, il coûte moins cher. Donc clairement, avantage Tamron. Je vous montre quelques exemples de photos ici que j'ai pris avec le X-T5. Sincèrement, moi, l'expérience a été excellente. Ça, c'est 11 mm, ça, c'est 20 mm, pour vous montrer un peu l'amplitude focale dont dispose le zoom. Moi, j'ai fait de la photo de rue ici dans les rues de Londres. Ça s'est très bien passé. Coucou Maxime. Vous voyez, 11 mm, 20 mm. 2.8, on arrive un peu à décrocher le sujet. C'était au moment du couronnement. Il y avait quand même pas mal d'activités dans les rues de Londres. Donc voilà, moi c'est un objectif franchement où j'ai pas eu de problème, il marche exactement comme un objectif natif, l'autofocus fonctionne bien. Pas beaucoup de difficultés, je vais me permettre de vous montrer quelques photos que j'avais fait avec cet objectif-là lorsque je l'avais testé sur un capteur Sony, parce que c'est le même objectif, donc il fera exactement les mêmes photos. Juste pour vous montrer qu'est-ce que ça change, 10 mm vs 11 mm, on va regarder ici le côté gauche de la photo. Le côté droit, vous allez voir, ne bouge pas parce que j'ai calé par rapport au côté droit. Et ici, vous voyez, regardez, l'arbre à gauche, il apparaît et il disparaît. Donc 1 mm, c'est quand même pas rien. Si vous cherchez la focale le plus large possible, 8 mm, c'est encore mieux. Mais clairement, 11 mm, c'est moins bien que 10 mm et je ne veux pas le cacher. Second exemple, mais cette fois-ci en vidéo, j'ai pas vu de problème autofocus. Pour moi, l'autofocus marche aussi bien que je l'avais testé sur le Sony. Donc nickel. Par contre, on voit la différence ici, stabilisé contre non stabilisé. Ça va trembler probablement un peu plus sur le Tamron. Même si le fait que le capteur soit déjà stabilisé, je trouve que globalement, en fait, les résultats, ils sont déjà plutôt bons. Donc voilà, si vous faites beaucoup de vidéos, peut-être que ça peut être un handicap, mais je pense que pour la majorité, ça change pas grand-chose qu'il soit pas stabilisé. Au niveau du piqué, c'est dingue. Au moment où il était sorti pour Sony, on disait que c'était le niveau d'une focale fixe. Écoutez, au centre, moi je vois aucune amélioration à fermer. On est tout simplement au niveau maximum, même sur un capteur de 40 millions de pixels. Il y a vraiment que sur les côtés, où j'ai tendance à dire que sur un capteur de 40 millions de pixels à pleine ouverture, on est plutôt moyen. Attention, si vous avez un X-T4 de 26 millions de pixels, on serait plutôt bon sur les côtés. Par contre, sur les gros capteurs comme ça à haute résolution, on va plutôt attendre 5.6 avant de disposer d'une homogénéité que je trouve plutôt bonne. J'ai zoomé à 200% pour bien voir les différences, mais quand on compare au Fujifilm, clairement, le piqué du Tamron au centre est supérieur au Fujifilm. Et il en va de même sur les bords. En termes d'homogénéité, le Tamron est supérieur au Fujifilm. Et ce, quelle que soit l'ouverture. Ici, on est à f8, le Tamron est toujours supérieur au Fujifilm. Ici, on est à l'autre bout du zoom, on est à 20 mm, c'est pareil. Le piqué au centre est fabuleux, et ce, à toutes les ouvertures. Dès la pleine ouverture, ça tient 40 millions de pixels.
Et lorsqu'on va sur les côtés, bah là pour le coup, lorsqu'on est à l'autre bout à 20 mm, il est homogène dès la pleine ouverture et il tient les 40 millions de pixels. Et là pour le coup, bah on voit hein, dès 5.6, on a un piqué qui diminue un peu à cause de la diffraction. Mais on s'en fiche parce que dès 2.8, on avait le piqué maximal à 20 mm. Je suis passé à f8 pour voir si la comparaison évolue, mais dans toutes les ouvertures, vous voyez que ça soit ici au centre, pour moi le Tamron est supérieur, on a plus de détails même si c'est minime au centre. Mais sur les côtés, il n'y a pas photo, hein. Le Tamron est vraiment supérieur. Et là, je me suis mis à 20 mm sur les deux objectifs pour comparer à 20 mm. Petite pause dans la vidéo, comme d'habitude, vidéo 100% non sponsorisée parce que mon sponsor, c'est vous, que vous vouliez acheter le Tamron, le Fuji, le Sony, le Canon, ipln.fr, code créateur Damien. Moi, ça m'aide énormément, notamment à communiquer aux marques que j'ai envie de travailler à ma façon. Et ça prouve un peu que des gens me soutiennent et que ça intéresse quelqu'un, ces vidéos. Donc, ipln.fr, code créateur Damien. Lors de mon test sur le capteur Sony, j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de flair et écoutez, j'ai eu du mal à le reproduire ici sur cette version Fuji. Alors est-ce que Tamron, qui pour moi c'était la principale critique que j'avais fait à l'époque, est-ce qu'ils ont réussi à bosser sur ça et à diminuer un peu le flair? Je sais pas. Mais j'avoue que ici j'ai essayé plusieurs scènes de flair, de me mettre, là je suis à f16, hein, pour mettre, vous voyez le soleil en étoile, pour essayer vraiment de voir le flair et compagnie comme je l'avais retrouvé à l'époque où je l'avais testé sur le capteur Sony. Et impossible d'avoir du flair, quelle que soit la situation, quelle que soit l'ouverture. Donc en termes de flair, bah, j'ai envie de dire, moi, c'est en tout cas celui que j'ai testé là, sur le Fuji, il n'y a pas de flair. Et il a absolument aucun focus bruising, cet objectif-là, donc c'est idéal pour de la vidéo. Idem en termes de distorsion, le Fuji ou le Tamron, exactement la même distorsion. Une petite distorsion ici, en barillet, qui devient en coussinet lorsque vous passez à 20 mm. Oui, il y a un peu d'aberration chromatique, mais un niveau que je qualifierais de moyen. Je dirais pas qu'il est tout petit, tout petit, tout petit. Ici, je suis zoomé à 700% hein, pour que vous vous rendiez compte, mais vous voyez, sur cette photo, on a quand même des aberrations chromatiques. Donc pour moi, c'est pas un niveau d'aberration chromatique que je qualifierais de gênant, mais il est probablement légèrement supérieur au niveau d'aberration chromatique qu'on a avec un 10-24 f4 de chez Fuji. J'ai fait pas mal de photos hein, pour tester les aberrations chromatiques. Voilà, pour moi, c'est pas gravissime, mais c'est vrai qu'il y en a un peu. Si vous aimez zoomer à 400% et que vous voulez pas d'aberration chromatique, probablement que le Fuji fait un peu mieux. En termes de vignettage, aucune mauvaise surprise. On en a un tout petit peu à la pleine ouverture. DF4, franchement, il n'y a quasiment plus de vignettage. Donc c'est plutôt cool, bonne prestation aussi. Et là où il m'a surpris, je ne me souvenais plus qu'il avait une aussi bonne soleil en étoile que ça. Dès que vous vous mettez à F11, F16, on a un soleil en étoile qui là pour le coup est largement meilleur que celui que j'ai réussi à atteindre avec le 10-24 F4 où ça, j'arrivais pas à avoir de vrai soleil en étoile. Ici, c'est vrai que pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui aiment l'amour comme ça des ultra grands angles, bah, c'est clair qu'on a ça et ça le fait très très bien. Enfin, j'ai aussi fait un test en astro. Et là aussi, bah en fait, aucune surprise. Hein. C'est-à-dire qu'au centre, c'est absolument impeccable. Et même sur les côtés, c'est impeccable. On ne voit pas de signe de coma, on ne voit pas de signe d'aberration. Bref, c'est vraiment impeccable. Il n'y a absolument aucun intérêt. Là, ici, on est à 2.8 de fermer à f4. On ne voit absolument aucune amélioration. Et ça en fait une optique qui est tout indiquée pour l'astrophotographie si ça vous intéresse. Donc vraiment, aucun problème. Puis toujours cet atout de l'ultra grand angle. Vous voyez ici, bon, on est sur un lever de lune. Hein. Il aurait fallu faire une photo HDR pour voir la lune. Mais ici, c'est bien la lune qui se lève. Et cette grille là devant me plaisait pas trop. Vous voyez, je suis allé mettre l'appareil photo dans la grille. Et bim, à 11 mm, bah, les pales continuent de rentrer dans le cadre, alors même que l'appareil photo est hyper près du moulin. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est super sympa de pouvoir faire. Cet objectif, il est disponible pour 899 €, soit 100 € de moins que la version Fujifilm. Je pense que Tamron signe tout simplement la nouvelle référence des ultra grands angles hein, pour la monture Fujifilm. C'est probablement aujourd'hui le choix de la majorité des gens. Oui, il y a encore des raisons de choisir le 10-24 f4 qui reste un excellent objectif, mais il va s'adresser de plus en plus à ceux qui cherchent une caractéristique particulière, type la plus grande des focales, donc 10 mm c'est mieux que 11 mm. La stabilisation, si vous voulez faire beaucoup de vidéos ou du vlog, c'est les bonnes raisons probablement de prendre ce 10-24. Mais le 11-20 a tellement d'arguments en sa faveur. 11 mm, c'est déjà très très large. F2.8, dès que vous devez monter dans les ISO, bah vous allez être content d'avoir un stop de plus. Et si vous voulez faire de l'astrophotographie, ça va être beaucoup plus adapté. Et ensuite, un prix 100 € moins cher. Et surtout, 50 grammes de moins dans le sac. Il y a beaucoup de choses en la faveur de ce Tamron. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, notamment comparativement au 10-24 f4. N'oubliez pas ipln.fr, code créateur Damien. Moi, ça soutient énormément mon travail. C'est très important pour que ma chaîne continue. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!